Salam alaikum, je suis en compagnie de mon frère, de mon grand frère, Liash Chakal, que je pense que vous connaissez bien à travers sa saga Saladin et ses autres livres. Et là, on était ensemble et puis on s'est dit, on devrait peut-être parler de ce qui nous unit, et c'est les romans, mais avant tout une amitié. Exactement. Et voilà, dis-moi. Je t'écoute. Salam, écoute, je suis très heureux qu'on puisse échanger. Ça fait longtemps que tu avais évoqué la possibilité, enfin l'idée en tout cas de le faire. Et je pense que alhamdoulilah, le moment s'est présenté, donc voilà. On a sauté sur l'occasion. Ouais, je me suis dit que c'était intéressant de parler du roman éthique. Et en plus on a des points de vue qui sont différents, qui se rejoignent. Et ça peut être intéressant d'évoquer ça. Et ouais. Surtout, j'ai commencé, je t'ai suivi en fait. Je suis suivi à travers tes pas. On s'est connus à travers Bilal. Tu me rappelles? Tout à fait, oui, ça remonte, je crois, 2019, entre 2019 et 2020. Ouais. Là, je sais plus si tu as la mémoire exacte des dates, mais ouais. À ce moment-là. Et puis, je me souviens qu'il me disait que voilà, je connais un journaliste là qui est récemment revenu, qui est vraiment sympa, et je me souviens t'avoir appelé la première fois, je crois que tu occupais un emploi en région parisienne à ce moment-là. Ouais, je travaillais dans la communication, voilà. Et avant j'étais journaliste au Maroc et j'étais revenu, c'est-à-dire que j'habitais en France, je suis parti m'installer au Maroc pendant une douzaine d'années, voilà. Et je suis revenu et je travaillais dans une société de communication. Et je crois qu'on s'est eu au téléphone peu de temps après, en tout cas ton retour en France. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'au premier contact, alhamdoulilah, ça. Ouais, il y a eu le feeling, ça a accroché. Ça a accroché tout de suite. Ouais. On avait échangé, je pense que c'est toi qui m'avais parlé justement de cette qualification d'adolescent pour des romans ados, adultes, ce concept d'adolescent sur un public entre guillemets cible qui n'est pas tout à fait des ados, mais pas que des adultes non plus. Exactement. Entre les deux, et puis on n'a pas tardé, je crois, derrière à se rencontrer chez le gérant d'El Beguina, je crois, voilà, de mémoire. Moi, c'est Bilal, une fois je suis passé comme ça au culot le voir. Hein. Je suis allé j'ai tapé à sa porte. J'avais sorti un premier roman au Maroc, mais c'était de l'auto-édition qui s'appelait Fêlure et Amitié. Et je me suis dit pourquoi pas aller à la rencontre et tenter, parce que j'ai très vite compris que si je passais par des maisons d'édition classique, ça aurait été très compliqué pour moi d'être édité par rapport à la ligne éditoriale de ces différentes maisons d'édition. Et j'avais tapé à sa porte, et la première chose j'ai parlé 4-5 minutes avec lui, la première chose il m'a parlé de toi, il a évoqué, il m'a dit voilà, ça tombe bien, ça fait à peu près 3 mois que j'ai un ami, un frère qui a sorti un roman jeunesse pour adolescents. Donc tu avais devancé, c'est toi qui as eu l'idée de sortir ce début de saga. Tout à fait, avec les éditions Orims que j'ai fondées en 2018, on a investi le roman. Alors c'est vrai que le public a été très très surpris au départ, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre d'écriture, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit au début, c'est rentré timidement. Alors, ça a été timide. Bon, évidemment, parce qu'il fallait qu'ils connaissent un petit peu l'idée un petit peu directrice de l'auteur, donc ça, il a fallu faire un petit travail de communication. Tu balisais le terrain, c'était nouveau. Hein. Exactement, et puis bon, la nouveauté, elle était évidemment dans la façon dont certaines thématiques étaient abordées. Certains se sont posés même la question religieusement, est-ce que c'était quelque chose d'autorisé que de recourir à la fiction dans une perspective justement de ludique et justement éthique. Et bon, je les ai rassurés en leur citant évidemment certains grands figures, alhamdulillah, de ulama, qui ont tout à fait validé ce type d'approche-là, alors avec un certain nombre évidemment d'exigences, hein, c'est-à-dire notamment mettre un mot d'avertissement. Je ne sais pas si tu te souviens, au début du roman, donc l'avertissement qui consiste à alerter le lecteur que c'est une fiction. Mmh. Quand fiction il y a, puisque moi je fais du roman historique, et ça je pense qu'on va en discuter un petit peu, et donc il y a un vrai travail de recherche, et donc il y a un travail entre guillemets de transmission, d'enseignement qui est réel au travers de ce genre littéraire. Oui, c'est ce qu'on ressent tout de suite. Moi, quand j'ai découvert ton premier roman, Saladin, tout de suite on voit que tu balises, on sait que c'est de l'historique, c'est un livre qui est pédagogique, ça on le voit tout de suite, avec bien sûr le côté roman avec du suspense et tout ça, mais on voit tout de suite, en tout cas moi en tant que lecteur,
je me suis dit, je sais où il m'emmène. Et je sais que c'est quelque chose qui est bénéfique pour la communauté. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Et ça crée, comment ça s'appelle chez les adolescents, c'est ludique et en même temps ils apprennent, tu vois. Ça, c'est ça qui est intéressant. Oui, parce que si tu te souviens, on avait échangé justement sur les problèmes d'acculturation d'une grande partie de notre jeunesse, de frustration qui s'était installée par méconnaissance d'une part du patrimoine arabo-musulman, par méconnaissance de cette histoire universelle à laquelle ont fortement contribué de grandes personnalités du monde musulman, quelle que soit leur ère géographique d'ailleurs, puisqu'on a de grandes figures issues de tous les continents quasiment qui avaient embrassé l'islam et donc qui ont apporté à l'humanité. Alors évidemment, on retient essentiellement aujourd'hui les mathématiques, les sciences, la philosophie, la médecine. Il y a énormément de champs qui ont été balayés. Et ce qui me peinait, c'est de voir des enfants qui étaient un petit peu frustrés, peut-être même honteux, qui avaient honte de leur propre patrimoine, de leur culture, qu'ils ignoraient, pensant qu'on avait contribué à rien. Et Saladin vient réparer un tort, je crois. D'ailleurs, c'est clair. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que après, moi, quand j'ai rencontré Bilal, donc je te disais, j'avais sorti mon premier roman au Maroc, Fêlure Amitié. Lui, il m'avait orienté, il m'a dit, regarde, il y a Saladin qui est sorti, c'est timide, ça commence à prendre. C'est Elias Chakal qui balise le terrain. C'est lui, il propose ça à la communauté musulmane. Et ce serait intéressant que toi, ton livre, déjà il l'a lu, et après il m'a dit, je le verrais bien dans le rayon adolescent. Et après il m'a dit, tu serais bien que tu changes la couverture, tu fais quelque chose d'un peu plus punchy avec un autre titre. Et c'est là où j'avais trouvé le titre L'amitié avant tout. C'était un titre un peu, un titre qui était destiné aux adolescents. Mais à la base, ce livre, c'était quand j'ai écrit ce premier roman, la différence de toi, c'est que moi je suis parti par le chemin inverse. C'est-à-dire, pour moi c'était un exutoire. J'avais besoin d'écrire. D'accord. Donc je me suis mis à écrire, et par rapport à ma foi, je me suis balisé. J'ai dit si je fais ça, si j'écris, il faut qu'il y ait au moins dans ma démarche, que la personne, quand elle lit le livre, déjà c'était ta première chose, qu'elle perd pas son temps. C'est-à-dire que si la personne lit le livre, il faut qu'il y ait un intérêt et qu'il y ait quelque chose qui pas qui se rapproche de Dieu, mais que au moins il y a un contexte où il y a de la réflexion et ça amène à réfléchir dans un contexte où c'est des personnages qui sont musulmans et des personnages musulmans qui ont pas forcément bah tiens, il y a Bilal. Salam Bilal. Non, on est en train de faire un podcast. Ah bah attends, j'étais coupé au milieu du podcast. Non, mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave. Ouais, tranquille. Moi j'hésitais à rentrer, après vous étiez pas là. Non, on fait un podcast. On fait sur... Tu peux nous rejoindre si tu veux. Viens, Bilal, ça va être sympa. Mon téléphone il va sonner tous les secondes. Oui, okay. toi, parce que... Bah voilà, vous voyez bien, là c'est les aléas du direct, il y a Bilal qui est avec nous. Voilà. Et donc... Alors Bilal, il faut préciser, le gérant d'El Beina. Le gérant d'El Beina, viens. Voilà. Comme ça, le micro... Qui a fait un travail... Voilà, c'est lui qui nous a unis et on est ensemble. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je parlais de quoi? Et si tu le permets, puisqu'il est avec nous, il a fait quand même un travail extraordinaire justement de mise en relation. Voilà. C'est l'un des rares éditeurs qui justement amène les auteurs, soit qui distribuent ou qui l'aident justement à gagner en notoriété, à travailler justement de manière étroite. C'est ce qui fait qu'on est resté d'ailleurs amis. Voilà, alhamdoulilah. Donc, tiens, je te passe le micro. Tu en fais comme ça et parle. On parlait des romans. On évoquait les romans dans la communauté musulmane. Et toi, maintenant, tu sais que tu as un peu plus de recul. C'est quoi ton avis là-dessus et qu'est-ce que ça apporte? Les romans, en fait, ça donne accès à certaines informations qui auparavant étaient disséminées dans des livres plus sérieux, si on peut dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, pour connaître l'histoire de la civilisation musulmane ou découvrir des grandes figures de l'islam, ou bien même pour accéder à certains sujets plutôt spirituels, il fallait lire des livres qui sont soit académiques, soit assez longs,
Et pour un public qui n'est pas féru de lecture, par exemple, ou bien qui n'a pas l'habitude de livres, si on peut dire très sérieux, c'est pas toujours facile d'accès. L'avantage avec les romans, c'est que c'est une lecture qui est simple d'accès, c'est-à-dire un jeune peut lire, une personne plus âgée également, une personne qui n'aime pas beaucoup réfléchir quand elle lit, enfin s'attarder vraiment sur des questions très techniques, bien peut avoir accès à pas mal d'informations, tout en se détendant. C'est-à-dire c'est une lecture de détente, simple, agréable, mais en même temps, l'avantage des romans éthiques, c'est que ça permet de diffuser un message, ça permet d'être on va dire en cohérence avec nos valeurs, et ça permet aussi de découvrir, en l'occurrence pour la saga Saladin par exemple, des villes, des grandes villes de l'histoire comme Bagdad par exemple, des grandes figures de l'histoire comme Abdelkrim Khattabi, comme Ibn Battuta. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et pendant des années, on va dire qu'on était privé de ça, parce que les gens n'osaient pas franchir le pas. Et maintenant que, je dirais, l'IS a mis le pied à l'étrier et a proposé, a fait un immense travail, puisqu'on est déjà quand même au tome 6 de Saladin. Il faut imaginer, écrire un tome, c'est déjà pas facile, alors qu'on a écrit déjà 6 tomes, et en plus 6 variés, etc., et qui continuent de passionner le public. Maintenant qu'il a ouvert la porte, on voit qu'il y a plein d'auteurs qui viennent derrière et qui proposent eux aussi d'autres réflexions, d'autres sujets de romans. Et encore avant-hier, j'étais à la mosquée et il y avait un jeune qui était, parce que on est pendant le ramadan, donc il y a les prières de nuit, et il y avait un jeune qui était devant moi, qui a 8 ans. Et une fois qu'on a fini la prière, je commençais à discuter avec lui. Et il me disait qu'il lisait beaucoup de livres. Et je lui demandais qu'est-ce que tu lis comme livre. Il m'a dit Saladin. Il était en train de lire le tome 4. Donc pour dire vraiment, en fait, il y a un engouement. On pourrait même dire un effet de mode. Combien de parents ont pu témoigner que leurs enfants se lèvent la nuit pour lire parce qu'ils n'avaient pas fini leur chapitre, ils voulaient savoir ce qui allait se passer après, ou bien des enfants qui emmènent le livre dans la cour de récréation. Donc, ceux qui ratent le bus aussi. Hein. Ou ceux qui ratent, ceux qui ratent le bus parce qu'ils sont pris dans le livre. Ils sont pris dans la lecture. Donc oui, le roman, je pense que ça apporte beaucoup, parce que ça permet de toucher un autre public, et donc ça participe au travail. Et là, on parlait tous les deux de comment ça s'appelle, notre manière. En fait, moi, je travaille d'une manière différente et tout ça, et on parlait de ça. Et toi, comment tu vois le travail de l'IS comparé au mien par rapport aux différentes approches, ou par rapport aussi à d'autres romanciers? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que puisque maintenant le marché est ouvert au roman, il y a différents auteurs, chaque auteur a son style, chaque auteur aborde des sujets différents. Par exemple, l'IS, ça va plutôt être, en tout cas à travers la saga Saladin, historique et éducatif. Toi, ça va beaucoup s'adresser aux adolescents, ça va les faire réfléchir sur eux-mêmes, sur la société qui les entoure, sur les dangers de la société ou du monde moderne, avec tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, tout ce qui est lié avec le transhumanisme, etc., pour les derniers romans que tu as fait. Du coup, ça touche différents publics, et en fait, chacun complète l'autre. Ouais, c'est ce qu'on disait. Voilà. En fait, il n'y a pas un roman qui est mieux qu'un autre. Il y a une multitude de romans qui apportent qui abordent des sujets différents, et donc qui permettent à l'enfant de se construire, de découvrir son histoire, mais aussi d'être sensible aux problèmes de société, etc. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que maintenant tout le monde peut trouver ce qui lui parle, ou tout le monde peut trouver matière à réfléchir, matière à découvrir autre chose. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tu as fortement encouragé aussi. Moi, je me souviens quand on a fait la sortie du tome 1, bon, toi, tu as été emballé parce que la particularité, c'est que tu as lu le manuscrit avant. Ouais, exactement. Voilà. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était pendant l'été, je crois, parce qu'on l'avait sorti en septembre. Attention, à chaque fois, c'était chaque tome, presque, il est sorti l'été. Puisque tu me donnais le manuscrit avant l'été, et on le lisait en famille pendant l'été, et on te faisait nos retours. Donc, je ne sais pas si ce sera pareil pour le tome 7, j'espère. On passera des bonnes vacances. J'espère, mais c'est vrai que pour moi, c'était devenu une sorte presque de rituel. De rituel, exactement. Que de soumettre à Bilal, justement, la lecture préalable pour voir s'il y avait ce même engouement. Mais je me souviens qu'il avait été fortement emballé. Et puis, quand on a sorti le tome 1, bon, au début, ça a été timide. Hein. Ça a été timide. C'était un petit peu en deçà quand même de ce à quoi on s'attendait. Et c'est vrai que les gens qui ont commencé un petit peu à se pencher sur le contenu, à se rassurer même, entre guillemets, sur la démarche, on parlait tout à l'heure de démarche éthique, religieuse, est-ce que c'était autorisé ou pas, là, machallah, ça a été un engouement extraordinaire. Extraordinaire. Alors il y a des écoles qui étudient, donc on a des collèges qui m'ont invité justement parce qu'ils l'ont étudié en classe. Il y a vraiment beaucoup d'enfants qui sont inspirés, qui sont contents de pouvoir s'identifier enfin à un personnage qui leur ressemble un petit peu. Et pour moi, ça c'est vraiment ma plus grande fierté, quoi.
Ouais. Non, c'est cool par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour revenir au genre d'écriture, bon, moi je suis dans une démarche, alors toi c'est peut-être plus instinctif, Camille. Et Mais puis moi, chacun vient avec son vécu. C'est ça Ouais. qui est important, parce qu'un auteur, avant tout, c'est un vécu, c'est une vie. C'est ce qu'il a parcouru dans sa vie, c'est ses expériences de vie, c'est ses rencontres, c'est ses échecs aussi, beaucoup, parce qu'on écrit, moi en tout cas, moi j'écris beaucoup avec, il y a aussi un petit peu de ressentiment dans l'écriture par rapport au vécu. Et moi, je suppose aussi, c'est par rapport à ta vie, par rapport, peut-être parce que toi aussi, t'as étudié, t'as fait un doctorat, t'as tes rencontres aussi dans le monde de l'éducation. Donc, c'est pour ça, peut-être, t'as cette approche très spécifique. il y a ça, et puis comme c'est du roman historique, comme le précisait tout à l'heure Bilal, c'est vrai que la part des recherches documentaires, elle est quand même assez importante. Ce que le lecteur ne perçoit pas, c'est que des fois, par exemple, aller pour 5 lignes, donc 5 lignes dans le livre, des fois, c'est des heures et des heures, des jours de recherche. Et ça, c'est bien. S'il le perçoit pas, c'est que ça veut dire que tu l'as bien distillé, Mais, tu voilà. l'as bien... Mais juste pour 1 ou 2 éléments. Ouais. Parce que voilà, lorsque j'évoque certaines choses, il faut que j'en ai la maîtrise. Surtout lorsque des fois il y a des aspects techniques, comme l'horloge par exemple, à automate ou autre. Bon, voilà, moi je suis pas horloger. Hein. donc voilà, c'est comprendre. Et je me souviens vraiment une fois d'une difficulté que j'avais à comprendre le fonctionnement, justement, de ce qu'ils appelaient un folio, tu vois, dans l'horloge, avec des petites balances pour équilibrer. J'arrivais pas à comprendre le fonctionnement exact. Voilà. Donc toi, dans la façon dont tu écris, ça, en fait, tu cherches l'intérêt sur les différents, je sais pas moi, par exemple, sur le côté de l'histoire, c'est-à-dire toi, quand tu as un plan et tu as des personnages de qui tu veux parler et tu l'incruses dans l'histoire, ou tu te bases d'abord sur l'histoire, et puis après, tu inclus des passages avec des personnages historiques. C'est ce que je veux dire. Alors, il y a des personnages auxquels je pense au préalable, donc voilà, ça c'est planifié. Ok. Il y en a d'autres qui vont venir s'inviter, parce que ceux que j'avais planifiés, par exemple, je me rends compte qu'ils ne collent pas au mouvement, à la dynamique du roman, du chapitre. Okay. Et des fois, je suis obligé de chercher, de me dire non, celui-là, ça me plaît pas, ça va pas. Il y a des éléments qui me manquent. Voilà. Et en même temps, mes personnages, comme c'est des personnages vivants, la dimension psychologique, elle est vraiment travaillée de manière très minutieuse. Donc, leur donner vie, ben, ça suppose aussi qu'on trouve des éléments dans leur vie personnelle qui nous permettent de l'exploiter et justement de pouvoir la traduire. Ah, c'est cool. Moi, ouais, c'est cool. Je vois la façon dont tu travailles. Moi, par contre, tu vois, moi, je suis, c'est-à-dire moi, mon vécu, c'est-à-dire même ma vie de tous les jours, mon vécu, eh ben, je prends beaucoup de ça, tu vois. Je prends beaucoup de mon quotidien, des rencontres que j'ai dans le quotidien, des choses qui m'ont marqué. Et ben, je crée une histoire, ça, je fais avec des personnages et tout ça. Mais sur les personnages transpirent mon vécu, tu vois. Par exemple, quand j'ai écrit Ilias, bah c'est une famille marocaine qui est venue s'installer en France à une époque, bah c'est en parallèle par rapport à mon vécu, même si c'est du fictif. Bah mon encre, bah c'est ma vie. Après Bilal, donc toi, ça reste quand même des ouvrages que tu parviens à vendre quand même, à distribuer. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, moi, comme tu l'as dit, il y a un engouement autour de ça. En fait, pendant plusieurs années, il y avait très peu de choix au niveau des livres pour enfants. Et puis quand ça a commencé, il y a eu un engouement énorme et maintenant il y a énormément de choix dans le rayon enfant. Et il y avait un manque total au niveau du rayon ado. Et l'avantage des romans, c'est que effectivement, ça peut parler à des enfants de 8, 10 ans qui peuvent les lire, mais il y a quand même beaucoup d'ados qui sont intéressés par les romans. Et donc maintenant qu'il y a des romans, ça remplit, on va dire, un rôle de donner accès à la culture, à l'information qu'il n'y avait pas auparavant. Et donc, effectivement, maintenant, les parents, lorsqu'ils viennent dans une librairie, bah, tout de suite, quand ils veulent des livres pour ados, ils vont se diriger vers les romans. Et les ados, quand ils accompagnent leurs parents, à part ceux qui sont déjà... on va dire très imprégnés de la lecture, etc., qui peuvent aller lire dans les rayons adultes. Mais sinon, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de romans, ils se tournent vers ça. Donc ça fait que c'est des romans ça fonctionne assez bien. Et aussi, il y a beaucoup d'adultes qui n'aiment pas forcément lire des livres très techniques et qui ont découvert à travers les romans une manière, on va dire, sympa d'apprendre.
D'ailleurs, ce qui est amusant par rapport à ce que tu dis, c'est que moi j'ai reçu des messages, notamment sur mon compte Insta, d'adultes qui me disaient avoir repris la lecture de livres historiques grâce à la saga Saladin. Mais moi j'ai tout le temps ce retour-là. En fait, tout le temps, il y a des enfants ou des ados qui ont commencé à lire par exemple la saga Saladin, qui ont découvert Mansa Moussa, qui ont découvert l'émir Abdelkader, etc. Donc ils vont voir leurs parents qui disent c'est qui? Ah, je connaissais pas. Ah, bah attends, je vais aller regarder. Ah, Ibn Battuta, il a un récit de voyage. Bah attends, on va acheter son livre. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de parents, par le questionnement des enfants à la suite de la lecture de la saga Saladin, puisqu'on parle de la saga Saladin, sont partis explorer donc des livres plus importants, on va dire, plus techniques ou plus longs, sur des grandes figures historiques. Donc c'est un cercle vertueux, on va dire. Ben, c'est formidable. C'est formidable. Moi, je vais te poser la question. Après Saladin, tu m'as dit que tu vas clôturer avec le volume 7. Oui. Tu dois faire quoi Qu'est-ce que tu vas faire après? Est-ce que tu as une autre saga dans la tête? Ou est-ce que tu vas prendre une pause? Comment tu... C'est une discussion que j'ai eue récemment avec Bilal, justement. Je disais que il y a beaucoup de choses que j'ai transmises au travers de la saga. Tu parlais justement de cette... propension à transmettre une part de soi quelque part au travers du roman. Et j'ai beaucoup transmis de moi. Effectivement, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et je suis pas sûr. Voilà, moi, je ne fais pas la course à la parution. Donc, si je dois écrire, c'est qu'il faut que j'ai l'envie de le faire. Parce que quand on écrit un roman, généralement, comme on transmet de l'émotion. En général, hein, c'est ce que je dis à chaque fois aux jeunes qui m'interrogent. Je leur dis que sur les scènes dans Saladin, les scènes qui sont tristes, ça peut m'arriver de verser une larme. Ah ouais. Ouais, ça peut m'arriver de le faire. C'est moi qui l'écris, donc là presque ça me prend en trip. Et les scènes un petit peu plus loufoques, destinées justement à faire rire un petit peu, des fois je m'amuse, je m'éclate. Et ça, j'ai vraiment besoin de le sentir. Tu vois, dit que si ça passe comme ça, donc l'émotion, c'est bon, elle est bonne. Donc si toi tu ressens l'émotion, tu penses que automatiquement... Et en général, ça rate pas. Ouais. Et en général, ça rate très rarement. Voilà. Par contre, il faut avoir cette volonté encore de transmettre. Et donc, moi, mon idée, évidemment, c'est de... Alors, j'ai un projet, peut-être pas de saga, entre guillemets, d'écriture, comme on dit, en one-shot. Donc, voilà. Un roman, quoi. Ouais, un roman. C'est une idée, donc il y a Et tu vas aller vers où? C'est quoi qui t'intéresse? Peut-être que je m'adresserai plus spécifiquement aux adultes. Peut-être. Mais c'est une réflexion encore que je mène. Ensuite, quant à imaginer un autre héros positif pour nos jeunes, ça va être compliqué de remplacer Saladin. De le détrôner, en tout cas. Mais... Est-ce que tu penses pas que il y a peut-être un... Tu sais, comme l'autrice de Harry Potter. Tu sais, elle a sorti Harry Potter, ça a cartonné, je crois que c'est les livres les plus vendus au monde. À un moment, elle a eu un moment de flottement, tu sais, où elle avait du mal à se retrouver, elle avait pris un pseudo parce que et elle s'était enfermée sur cette saga, c'était très compliqué pour elle de revenir. Et parce que chaque fois on comparait, parce que tu me disais ce sera dur de faire mieux que Saladin, on comparait ses romans à Harry Potter. Et est-ce que toi, c'est pas quelque chose qui t'inquiète, mais qui te questionne? C'est forcément un questionnement, mais je me dis que quand on a tant investi dans un personnage, est-ce qu'on peut trouver encore l'énergie de le faire pour un autre? C'est ça. C'est comme si je transmettais un héritage dans une certaine proportion, et là, qu'est-ce qu'il va rester à transmettre? C'est un petit peu ça le questionnement. Tu vois ce que je veux dire par là? Ah ouais, parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'on donne de soi quand on écrit. Et après, je sais pas ce que pense, pardon, je t'interromps, mais je sais pas ce que pense Bilal de cette idée-là de fait, tu vois, on investit tout sur un premier personnage, et puis derrière... En fait, les lecteurs ont été tellement attachés à ce personnage que s'arrêter sur un tome 7, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont lâcher une larme. Mais si tu proposes une autre série derrière, même si tout de suite tu ne sais pas forcément encore sur quoi partir, mais dès que l'inspiration te vient, je pense qu'il faut absolument repartir sur quelque chose pour pas laisser nos jeunes et nos moins jeunes sur leur faim. Ouais. Même si c'est vrai que la saga Saladin elle leur a permis d'éduquer toute une génération, mais je pense que le travail est encore long, il y a encore beaucoup de choses à proposer. Alors bon, bien sûr, il y a d'autres auteurs, parce qu'il y a toi, Camille, il y a pas mal de personnes qui écrivent maintenant, donc on va dire tu as initié quelque chose et chacun participe à ça.
Mais je pense que tu as encore beaucoup à donner, donc il faut pas s'arrêter en chemin. On va voir, Inch'Allah. En tout cas, la réflexion est lancée. Si je vais te poser comme question, je vais te poser une autre question. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut écrire des romans et dans la communauté? Est-ce que toi, tu as des critères sur quoi on peut pas écrire un roman Alors, c'est une question qui est un petit peu embarrassante en réalité, et je pense que Bilal, lors d'une interview, m'avait posé une question similaire quasiment. Ce que j'avais répondu, c'est qu'on ne peut pas interdire aux gens d'écrire et tout le monde peut écrire. Ça, c'est une réalité. Tout le monde peut écrire. Parce que je pense que tout le monde a quelque chose à dire et à raconter. Après, la question, c'est de se demander, est-ce que tout est publiable? C'est-à-dire, est-ce que, parce que j'écris, donc je pense que je vais avoir un lectorat? Ça, c'est une question qui est difficile. Parce que dans l'acte même d'écriture, évidemment, si on a en ligne de mire le lectorat que l'on souhaite viser, donc ça veut dire qu'on s'adresse à lui. Donc il va falloir que on se dépossède un petit peu de ce qui est un projet qui nous tient à cœur pour en faire un projet collectif. Et c'est là où ça devient difficile. On a cette difficulté-là justement de pouvoir se mettre à la place du lecteur pour se dire finalement quelles attentes il peut avoir. Parce qu'il ne s'agit pas qu'il lui soit spectateur, il faut qu'il soit acteur de sa lecture. Et bon, moi j'ai un certain âge aujourd'hui. Et je le dis et je le répète, on n'écrit pas à l'âge que j'ai aujourd'hui, donc 50 ans passés, comme on l'écrit à 20 ans. Il faut toujours se poser la question de ce que l'on a à transmettre. La jeunesse n'est pas un critère handicapant pour écrire, mais on peut avoir vécu une jeunesse palpitante. On a des jeunes qui sont des globetrotters très tôt, qui ont une vraie expérience du voyage, qui ont vu des choses, donc ils ont des choses à transmettre. Et ça, des fois, on le ressent dans certains écrits de globetrotters. Mais si on est imaginatif, je pense que l'imagination seule ne suffit pas. Tu penses que le vécu, il a besoin de l'écriture, elle a besoin d'être nourrie par du vécu? Je pense que le vécu, pour moi, en tout état de cause, est un élément qui est essentiel dans la transmission. Mais pas que. Si on prend les auteurs classiques, certains ont écrit très jeunes. Voilà, c'est ce que je voulais rebondir là-dessus. Mais on n'a pas la même maturité. Parce qu'il y a des auteurs qui ont écrit jeunes et ils n'ont jamais pu refaire le livre sur lequel ils ont été connus. Mais c'est pas la même maturité. C'est pas la même formation académique. C'est-à-dire que quand tu prends des auteurs comme Victor Hugo, par exemple, si on prend Zola ou je ne sais qui ou qu'est-ce, ce sont des gens, entre guillemets, des monstres de la littérature qui restent quelque part des exceptions de par justement l'intelligence d'écriture qu'ils avaient. En fait, moi, j'aimerais bien ajouter quelque chose à ça. C'est que, effectivement, tout le monde peut écrire. Et d'ailleurs, c'est une fois que la personne va écrire qu'elle va se rendre compte de ce qu'elle a proposé. Est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a un intérêt de diffuser ça? Mais en fait, moi, je voudrais parler d'un truc, c'est que avec Instagram, donc il y a une certaine mode. Les réseaux sociaux, souvent, on aime bien les utiliser de manière à avoir la lumière sur nous. Il y a l'ego qui se développe, on aime bien être mis en avant. Et il y a un phénomène qui vient maintenant, c'est que tout le monde se met à écrire sur des éléments de sa vie qui sont des fois peut-être importants pour la personne, mais en fait qui sont des trucs très personnels et qui n'ont pas forcément d'intérêt à être diffusés. Et en fait, tout le monde a envie d'être mis en avant. Et comme il y a un engouement autour du livre, eh bien, le livre devient le support idéal pour pouvoir parler de soi. Je suis d'accord avec toi. Et ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui écrivent des livres sans intérêt, à part de dire moi, qui les édite sur Amazon, et on est rempli donc de livres que j'appelle des livres Instagram. C'est des livres de consommation rapide qu'on lit en quelques minutes, dans lesquels on n'a absolument rien appris et qui ne contribuent qu'à nourrir l'ego de la personne qui l'a écrit, et pour qu'après tous ces followers disent ah super, t'as écrit un livre, etc. Mais il faut se poser en fait la question quand on écrit un livre de pourquoi on l'écrit, avec quel objectif. Si c'est juste pour parler de soi et se flatter un peu plus, ben on n'a pas gagné grand chose. Alors après, j'imagine qu'il y en a peut-être plein qui ne le font pas volontairement pour flatter leur ego, mais concrètement, là, il y a une diffusion de livres qui sont des pensées qui sont posées comme ça, quelques pensées, etc. Mais moi, ça me pose vraiment problème parce qu'en fait, il y a plein de jeunes après qui viennent qui disent ah, j'ai vu ce livre-là sur Instagram, je veux l'acheter parce que la couverture est jolie. On insiste sur des belles couvertures avec des fleurs, c'est rose, etc. C'est attirant. Et on prend la première page, il y a 3-4 lignes. On prend la deuxième page, il y a une ligne. On prend la 5. Finalement, le livre, c'est vide. Ouais. Et ça fait des livres vides. On vend des pages blanches.
mais il y a un engouement qui se crée autour parce qu'on a créé une communauté sur Instagram, l'image de la etc. société, quoi, Et c'est c'est à l'image ça. de la société, en fait. Et ça, moi, ça me pose un véritable problème en tant que libraire, parce que est-ce que je propose à la vente ou pas? Comment je dois réagir? Parce que il y a un effet de mode autour de ces livres-là, mais il n'y a pas de valeur ajoutée pour le lecteur, et c'est même un danger, je pense, pour celui qui l'écrit. Mais dis-moi, on est tous les deux éditeurs, mais est-ce que toi, tu es confronté à ce phénomène aussi des fois de manuscrits qui nous sont soumis, par exemple, pour publication? Parce que ça, c'est le lot de tout éditeur. On reçoit des propositions de publication avec des fichiers verrouillés, des mots de passe, avec, tu sais, une écriture en filigrane et moi, tu vois, ce qui me gêne quand tu parlais justement de problème de l'ego, c'est que finalement, ces gens-là sont persuadés que voilà, ça va être le livre de l'année, et ils prennent un ensemble de précautions qui déjà cassent la relation de confiance avec l'éditeur. Oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la forme, c'est maladroit. Bon, après, peut-être pour des personnes qui débutent, elles savent pas trop comment faire, donc elles ont peur qu'il puisse y avoir du plagiat. Donc peut-être qu'il y a une certaine méfiance de leur ignorance du marché. Mais en fait, tu vois, moi, ce qui est gênant, en fait, quand je rentre dans ma librairie, dans la librairie Al-Bayna, il y a 3 rayons, on va dire. Il y a le rayon central dans lequel il y a les livres les plus importants, on va dire. Le rayon de droite, dans tout ce qui concerne le Coran, la jurisprudence, etc. Et le rayon de gauche, qui est divisé en 2, une partie pour les enfants, une partie tout ce qui va concerner la femme et la famille. Et quand ce rayon-là, pour moi, si je devais faire le tri, j'enlèverais 99,9% des livres qui sont dedans. Parce qu'ils sont tous beaux, ils ont une couverture rose, etc. C'est joli. Mais le contenu est en décalage total avec la réalité. C'est-à-dire que la manière dont on parle de la femme, c'est infantilisant. On la présente que comme une personne en second rang, c'est hyper simpliste. Et le problème, c'est écrit donc par des auteurs qui ne vivent pas du tout dans notre contexte et donc qui parlent peut-être par rapport à la vision qu'ils ont de leur société, ou bien c'est écrit par des auteurs de la période du Moyen-Âge, etc. Donc c'est tout à fait conforme, on va dire, à l'esprit de la société à ce moment-là, mais c'est pas forcément exactement ce que dit l'islam. C'est-à-dire, en fait, quand on parle de l'islam, on dit que c'est une religion qui a élevé le rang de la femme, etc., etc. La manière dont ces livres-là sont traités, c'est très simpliste. Et le problème, c'est que mis entre les mains de chercheurs, etc., c'est très intéressant. Ça permet de comprendre la société de l'époque, ça permet d'interroger les textes, ça permet de réfléchir et tout. Mis entre les mains de jeunes, des fois, ça peut les déstabiliser, ou bien ça peut ne pas du tout répondre à leurs questions et se dire « Ah bon, c'est comme ça que l'islam aborde ce sujet ?» Donc moi, j'aurais imaginé que nos frères et nos sœurs, et en particulier nos sœurs, se mettent à écrire d'elles-mêmes pour montrer voilà ce que l'islam dit au sujet de la famille, voilà ce que l'islam dit au sujet du couple, voilà ce que l'islam dit au sujet de la femme, voici la place de la femme dans la société. Donc en fait, qu'elles se prennent en main pour travailler le Coran et la Sunna et apporter des réponses pour montrer en fait la grandeur de l'islam sur ces questions-là. Le problème, c'est que au lieu qu'on ait ça, eh bien on a beaucoup de sœurs qui se mettent maintenant à l'écriture, mais voilà de trucs très simplistes où en fait c'est des réflexions tournées autour de leur personne, autour d'une expérience de leur vie, et en fait ce qui fait qu'une personne qui rentre dans le rayon femme, soit elle a accès à des livres qui sont en décalage total avec son besoin et avec sa réalité, ou bien soit des livres qui sont complètement vides, qui sont jolis. Voilà, la coquille est belle, mais l'intérieur est vide. Par contre, ce qui est assez intéressant dans ce que tu dis, on a les extrêmes un petit peu dans ce type d'ouvrage. Parce qu'on a aussi des femmes qui vont écrire, mais on a un petit peu les extrêmes. Parce que, bon, généralement, celles qui écrivent peut-être sur des thématiques un petit peu... pas très investies, on va dire, par d'autres, notamment la sexualité en islam. Bon, elle donne le sentiment, en tout cas, c'est des retours de lecteurs que l'on a, d'écrits entre guillemets de féministes, Exactement. Voilà. Et c'est pour ça que malheureusement, on n'arrive pas à trouver le. En fait, c'est-à-dire que bien souvent, on est toujours. En fait, c'est la culture dominante qui nous influence. Ça veut dire que soit on va rejeter la culture dominante, et dans ces cas-là, on va ramener toutes les marginalités qu'il peut y avoir pour dire voilà, l'islam c'est comme ça, très rigide, et comme si c'était un code civil dans lequel il n'y a aucune souplesse, etc. Ou bien soit, à l'inverse, on va complètement rejeter tout le patrimoine et on va se plier au féminisme ambiant et essayer de faire une nouvelle lecture de l'islam. Alors qu'on a tous les ingrédients dans notre religion pour avoir une religion de juste milieu qui est capable de répondre aux problématiques des gens dans leur contexte, et qui montre la grandeur et la beauté et l'esthétique de l'islam. Et en fait, dans tous ces livres-là, on ne retrouve pas la beauté et l'esthétique de l'islam. C'est très simpliste, soit d'un côté, soit de l'autre. Et ça, c'est un véritable problème. Et donc, tout ce phénomène d'écriture, il est très bien
s'il est orienté avec un bel objectif, à savoir montrer l'objectif et l'esthétique de la religion et traiter ces questions-là d'une manière stricte, c'est-à-dire en restant en conformité avec le Coran et la Sunna, mais d'une manière adaptée, belle, pour qu'on puisse répondre aux interrogations des gens sur toutes ces questions-là. Le souci, c'est que cet effet de mode de l'écriture est parti sur complètement autre chose. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question, quand j'écris, à qui je m'adresse et quel est l'objectif de cela et qu'est-ce que je vais apporter de plus. Voilà. C'est une question difficile. C'est une question difficile en tant qu'auteur, où là on a un peu digressé. Parce qu'on parlait des romans, on allait sur autre chose. Mais en tant qu'auteur, c'est difficile cette question. Pourquoi tu écris ? Alors pourquoi toi tu écris ? Est-ce que tu vas mettre au centre la dimension de Dieu, ou tu écris parce que tu as besoin de transmettre quelque chose, ou est-ce que tu as besoin... Je vais te répondre. En fait, au départ, on n'écrit pas forcément avec un objectif. Ça peut être un besoin, ça peut être un événement, il peut y avoir plein de raisons. Mais la question, en fait, de l'édition, c'est lorsqu'on se pose la question d'éditer son livre, c'est là qu'on doit se poser la question, quel intérêt parce qu'en fait, chacun peut avoir son petit cahier de notes personnelles dans lequel il écrit des réflexions, etc., mais c'est pas forcément éditable. D'accord ? Par contre, au moment de l'édition, je vais me dire, tiens, j'ai écrit ça, je trouve ça intéressant, je vais le soumettre à une amie, je vais le soumettre à un ami, donc tu le fais lire à plusieurs personnes pour voir est-ce qu'il y a un intérêt. Moi, le problème, c'est que, je te donne des exemples, il y a des livres qui ont été publiés, je fais une story sur Instagram, où je dis qu'est-ce que vous auriez souhaité faire dans votre vie, ou quels sont vos projets d'avenir, ou des questions comme ça à bateau, des personnes qui donnent une réponse, et on édite ce livre-là. Moi, je veux bien, tout est éditable, mais en fait, c'est quoi la valeur ajoutée ? Et ensuite, quand après chacun se met à écrire ce genre de livre avec des réflexions qui sont posées, qui sont même des fois qui relèvent plus du développement personnel que de l'essence même de l'islam, ça pose problème. Et le problème, c'est que les gens qui lisent ça se nourrissent de ça, et donc ils se nourrissent de réflexions creuses ou de réflexions portées sur la manière de penser du développement personnel. Et à la fin, ça ne les aide pas dans leur quotidien, et ça n'améliore pas leur pratique religieuse, et ça ne les habitue pas à lever le niveau. Parce qu'en fait, lorsqu'on lit un livre, on enrichit son vocabulaire, on enrichit sa réflexion, on est amené à découvrir d'autres lectures, donc en fait, ça contribue à nous construire. Oui, mais quand on lit des livres qui sont médiocres, ça nous maintient dans une certaine médiocrité. Et quand on lit des livres qui veulent flatter notre ego, en fait, on se retrouve être des otages de ce monde moderne, et nous aussi, on cherche à flatter notre ego, et en fait, c'est une course à l'ego. Ah, regarde, moi, j'ai sorti tant de livres cette année. Ah, regarde, mon livre, il est super joli, il est rose, il est comme ci. Après, moi, ça me pose... après, je suis peut-être un peu dur, mais franchement, je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener autour de ces questions-là, parce que maintenant, on a les livres Amazon ou les livres Instagram, c'est rempli. Tout le monde écrit un livre, tout le monde le sort. Il n'y a pas de qualité de mise en page. Que ce soit au niveau du fond et de la forme, à part la couverture qui est très belle, pour moi, c'est problématique. Après, bon, je vais pas trop... Je vais arrêter là pour pas... Mais je pense en tout cas, il y a une question à se poser autour de ça. Et au niveau des livres qui s'adressent à la femme, il y a vraiment un travail d'écriture à faire. Donc toutes les personnes qui sont animées par le fait d'écrire, de réfléchir, peut-être de regarder qu'est-ce qui pourrait être fait pour apporter des réponses et montrer la beauté et l'esthétique de l'islam sur les questions justement liées à la femme, la famille, etc. Pour ne pas renvoyer à chaque fois à la femme à toujours quelque chose de simpliste en fait, parce que soit on a des livres, le problème en fait c'est que c'est comme si on est en train de dire que la femme elle réfléchit pas, la femme elle a que besoin de trucs un peu gnangnan, etc. Non, la femme elle est comme l'homme, elle a les mêmes besoins, elle a la même intelligence. Les livres qui s'adressent, en fait, il y a pas de livres qui s'adressent aux hommes et de livres qui s'adressent aux femmes. Il y a des livres qui s'adressent à des croyants. Mais là, tu parles de choses spécifiques. Là, tu parles des livres sur les femmes. Exactement. Les livres. Non, moi je parle des livres sur les femmes qui sont en fait très gnangnan et qui renvoient en fait une image négative de la femme. Et au lieu que la femme prenne ça en main pour proposer quelque chose de meilleur et montrer la place qu'elle joue également dans la société, eh bien, en fait, elle s'enferme dans ce truc-là, qui est un espèce d'effet de mode qui est né pour moi sur Instagram. Voilà. C'est ce sujet-là que je parlais. Moi, je parlais pas de ça, en fait. Sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, mais en fait, je te parlais par rapport au roman. Qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est l'histoire ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un message derrière ? Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, il doit être construit. Pour répondre à ta question, il doit répondre à un certain nombre de codes. Ouais, voilà.
Au moins, il y a un certain nombre de codes. C'est-à-dire que l'intrigue, penser et réfléchir à l'intrigue, c'est important évidemment. La dimension psychologique des personnages, elle est fondamentale dans un roman. Évidemment, poser un petit peu le jalon, le décor finalement, les lieux dans lesquels tout cela va se dérouler, avec un minimum de description quand même pour justement faire rêver le lecteur. Donc il faut que le pouvoir d'imagination soit excité au travers justement de la lecture du roman. Donc il ne s'agit pas comme ça de raconter une histoire du quotidien qui n'aurait pas de sens. Et puis il faut évidemment qu'il y ait un lien. Donc il faut que le fil directeur commence à être perceptible. Donc ça, je pense que ça demande évidemment une certaine maîtrise de la langue, ça demande une maîtrise de certains outils. Et comme le disait Bilal un instant justement, le problème dans les modes d'écriture d'aujourd'hui, c'est que on n'a pas forcément toujours non plus des auteurs qui ont ce bagage-là pour pouvoir faire quelque chose d'abouti. Parce que moi, ce qui est important pour moi quand je prends un livre, là je te parle du roman, parce qu'il faut faire la distinction des choses. La première chose, quand je lis un livre, déjà, il faut que je voyage. C'est-à-dire que moi, il faut que le livre, il me prenne. Il faut que ça, l'histoire, à la base, et les personnages, ce soit des personnages sur lesquels je suis touché. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je m'approprie peut-être des personnages, je m'identifie, et qu'avant tout, c'est une histoire. Parce que quand on parle de roman éthique, pour moi, c'est à partir de cette histoire-là, il y a des messages où il y a de la réflexion chez l'adolescent ou l'adolescent ou même la personne pardon. Non, et la personne qui est âgée, quand il sort du livre, il apprend quelques petites leçons. Mais avant tout, c'est une histoire. Il faut que l'histoire elle soit captivante. Pour moi, la discipline du roman, c'est avant tout, il faut qu'il y ait une histoire où tu prends une décharge d'émotions, et puis avec des personnages qui sont intéressants, et bien sûr le côté religieux, si on parle d'éthique, par rapport à ce que le lecteur va apprendre. Mais c'est pas la chose principale. Tu parles du côté religieux, et éthique évidemment. Ça, c'est ce qui transparaît notamment dans Saladin. Ça, c'est important. Mais là aussi, ça demande aussi de savoir de quoi on parle. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain bagage derrière. J'ai une formation académique, mais j'ai aussi une formation en contact, alhamdoulilah, de nombreuses personnes diplômés de grandes universités islamiques qui m'ont transmis une part de leurs connaissances, ou que j'allais consulter quand j'avais un doute, par exemple, sur certaines questions. Mais ça se construit au travers des années. Et puis il y a des sujets sur lesquels on peut s'engager, entre guillemets, sans trop de risques. Mais on s'improvise pas, je dirais, rédacteur d'un certain nombre de sujets, de thématiques, si au préalable, on n'a pas un minimum de connaissances et de compréhension. De toute façon, ça part toujours de la même chose, parce que c'est une responsabilité d'écrire aussi. Parce que tu parlais justement de l'émotion que ça doit susciter. Donc, ça veut dire que les gens qui vont s'identifier au roman vont se reconnaître, soit dans les personnages, soit dans le roman. Et certains peuvent être même influencés par ce que tu vas écrire. Voilà, donc, il y a ce pouvoir d'influence. Mais il rentre en jeu. Exactement. Après, juste moi, je fais une parenthèse, je reviens sur le sujet d'avant. En fait, l'idée, c'est pas de dire aux gens d'arrêter d'écrire. Au contraire, le fait d'être dans une dimension, dans une logique d'écriture, c'est excellent et c'est quelque chose à encourager. Mais juste, c'est de faire attention en fait à certains effets de mode qui consistent à être focalisé sur sa personne, qui consistent à écrire des messages qui sont complètement creux, mais qui sont bien décorés, donc qui se vendent bien. Donc tout ce côté commercial, il n'y a pas de problème, c'est bien de faire du commerce, c'est bien d'écrire. Mais voilà, moi, c'était pas pour décourager les gens ou dire ce que vous faites, c'est pas bien, arrêtez complètement. Mais c'était peut-être de revoir un peu la stratégie et de pas tomber dans certains pièges du développement personnel qui poussent à la personne à s'intéresser à elle-même et donc à écrire sur elle, à prouver quelque chose, en fait, à chercher son indépendance, et tout ça par différents biais et en particulier par le biais de l'écriture. Ok, parfait. Tu veux rajouter quelque chose, Elias ? Je vais tenter de dire comme il a dit lui. Comme il a dit lui. Le petit mot. Voilà. J'ai gâché un peu le truc. J'ai cassé le délire. Non, au contraire, je pense qu'à 3, c'était plus dynamique. Puis on est parti sur une autre réflexion, même si à la base on parlait du roman. Et c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme disait Bilal, en fait, je crois que j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est qu'en fait, aujourd'hui, comme il y a l'engouement des livres, à travers l'outil du livre, les personnes veulent exister. C'est ça ? Oui, ça peut être ça. Et en fait, disons qu'il y a un effet de mode qui tourne essentiellement autour
des femmes qui sont sur Instagram de s'émanciper un petit peu, de se tourner vers le développement personnel et donc d'en arriver à l'écriture, mais écrire pour écrire. Ok. Et ça, c'est un véritable problème. Ok, parfait. Barakallahu fikoum. Merci. Merci. C'était très plaisant. Merci.